Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour, vous êtes sur Sud Radio, vous avez raison, on est ensemble jusqu'à 13h dans Poulain sans réserve. Vous pouvez appeler le standard au 0826 300 300. Aujourd'hui, on reçoit Yonatan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, pour parler de l'explosion, bien sûr, des actes et des menaces antisémites en France, mais aussi en Europe. Et puis, on recevra en deuxième partie quelqu'un qui nous vient de Belgique pour parler de la radicalisation. Il s'agit de Fadila Maroufi, qui est cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. On parlera aussi, bien sûr, de Gérald Darmanin et Karim Benzema. Que se passe-t-il en France de Hamas Tacos et de plein d'autres choses? C'est Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 13h et on commence dans un instant. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Bonjour Yonatan Arfi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On le voit depuis les exactions du Hamas qui ont eu lieu le 7 octobre dernier. Les actes et les signalements à Pharos n'ont fait qu'exploser. 2500 signalements à Pharos pour antisémitisme et apologie du terrorisme. 196 enquêtes ouvertes, nous disait le ministre de la Justice ce matin, depuis le début du conflit. 102 personnes qui ont été interpellées pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme depuis les attaques du Hamas. Est-ce que là, il y a un déferlement d'actes antisémites suite à ce qui s'est passé? Il y a une recrudescence immense des actes antisémites. Je vais vous donner un chiffre extrêmement parlant. On a eu, dans les 6 jours qui ont suivi les attaques du Hamas, nous avons eu en France l'équivalent de 6 mois d'actes antisémites de 2022. Pour vous donner une idée, c'est une multiplication quasiment par 30 du nombre d'actes antisémites enregistrés chaque jour dans les commissariats en France. C'est une réalité que nous anticipions, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit entre le Hamas et Israël, un conflit au Proche-Orient, eh bien, il y a immédiatement des retombées antisémites en France. Alors certains disent des divisions, des tensions intercommunautaires. Non, ce sont bien des actes antisémites, c'est-à-dire des Français juifs qui sont ciblés au nom d'une identification dévoyée à la cause palestinienne. Ça a été le cas en 2014, où nous avions eu des synagogues attaquées à Paris ou à Sarcelles, par exemple, en marge de manifestations pro-palestiniennes. Et c'est aussi le cas cette fois-ci. C'est pas qu'en France. En Allemagne, on a eu une synagogue attaquée. On a eu aussi de nombreux signalements et des étoiles juives qui ont été remises sur des portes d'habitation qui rappellent de tristes souvenirs. Est-ce que c'est toute l'Europe qui va souffrir d'une nouvelle vague d'antisémitisme? Malheureusement, c'est même pas que l'Europe. C'est le cas aussi aux États-Unis. Une société qui s'est longtemps pensée préserver de l'antisémitisme. Vous parliez de l'Allemagne, c'est un pays qui pensait, compte tenu de son histoire, qu'il était vacciné contre ce fléau. Eh bien non, on voit au fond renaître de l'antisémitisme en Allemagne, avec des procédés, vous l'avez indiqué, des étoiles de David posées sur les portes de juifs à Berlin, avec des manifestations monstres qui ressemblent plus aux rues de Damas ou du Caire qu'aux rues de Berlin, avec de la même manière aux États-Unis, sur les campus américains, UCLA, Harvard, des scènes qui nous paraissent complètement édifiante, vu la violence des discours qui sont prononcés. Donc c'est un phénomène aujourd'hui qui touche l'ensemble du monde occidental. On a l'impression qu'il y a fondamentalement une perte de repères, qu'on n'est plus capable de distinguer, j'allais dire, le bien du mal, de distinguer ce qui, dans la séquence que nous avons vécue, et à quel sens à chaque chose. Un acte terroriste comme celui commis par le Hamas, eh bien, c'est un acte de barbarie, c'est un acte qui renvoie, pour les Juifs, à une résonance dans l'histoire, évidemment, les images des pogroms, bien sûr. Tout ça a un sens particulier. On ne peut pas mettre ça, et aucunement sur le même plan que des dommages collatéraux à Gaza dans la riposte israélienne nécessaire pour demain faire tomber le Hamas. Mais c'est-à-dire que oui, quand on lit évidemment les exactions qui ont été faites par le Hamas, il n'y a pas de doute sur le caractère terroriste de ces actes, même si certains parlent d'actes de guerre, puisqu'il est question d'une guerre aussi. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura un jour une résolution de ce conflit? Parce que on est en train de fêter ou de célébrer la disparition de Raymond Aron, qui est un grand penseur, qui a parlé de l'accompagnement, de la création d'État d'Israël, etc., qui disait à l'époque, dans les années 60, que les Juifs, qu'ils vivent en Israël ou ailleurs, ils sont condamnés à vivre dangereusement. Est-ce que ça, c'est une condamnation éternelle, ou est-ce qu'un jour, enfin, on aura la paix? Mais vous avez parfaitement raison de citer Raymond Aron, qui a vu juste avec cette phrase. En fait, ce qu'il a identifié, c'est qu'à un moment donné,
la condition des Juifs en diaspora finit toujours par rattraper le peuple juif. Il y a d'une certaine manière une condition liée aux persécutions qui rattrape les Juifs. Et la parenthèse que nous avions connue avec l'idée que l'État d'Israël, d'une certaine manière, protégeait les Juifs, où qu'ils soient, qu'ils veuillent y vivre ou non, qu'ils s'y projettent ou non, eh bien, ça s'est effondré le 7 octobre avec les attaques du Hamas. Il y a donc un sentiment de précarité, d'insécurité qui a traversé chacun des Juifs dans le monde entier, indépendamment, évidemment, de son lien à l'État d'Israël en tant que tel. Donc, on vit avec ça. On a, dans l'histoire juive, l'expérience de la confrontation à ces moments-là, mais ce sont des moments qui sont extrêmement douloureux et on est sensible dans ces moments-là à tous les gestes de solidarité, à tous les mots de fraternité qui nous sont adressés. Et il y en a eu beaucoup dans la société française, mais il y a aussi beaucoup de gens que je n'ai pas entendus, que j'aurais aimé entendre dans ces périodes-là. Ce que disaient certains animateurs de télé ou membres en disant des personnalités n'ont pas pris la parole, c'était un choix aussi. Il faut rappeler que c'est Elisabeth Borne, la première ministre, le disait, que 24 Français ont été tués lors de l'attaque meurtrière du Hamas, et qu'il y a aujourd'hui 7 disparus et sans doute beaucoup d'autres retenus en otage. Donc c'est le monde entier qui a été touché d'une certaine façon. Vous parliez de la diaspora. C'est ce problème-là. Aujourd'hui, la communauté juive en France, est-ce qu'elle se sent protégée par les pouvoirs publics ou est-ce qu'il y a quand même une peur de trou dans la raquette ou de déclarations qui ne seraient pas à la hauteur de ce qui est sur le terrain? Alors, oui, elles se sont évidemment protégées par les pouvoirs publics parce qu'il y a au ministère de l'Intérieur, chez Gérald Darmanin, et puis plus largement au sein de l'ensemble de l'exécutif, une conscience forte du fait que l'antisémitisme sur cette séquence-là est un marqueur d'un trouble profond de la société française, que la cause palestinienne est instrumentalisée et dévoyée pour s'attaquer aux Juifs, et qu'il faut, d'une certaine manière, protéger le plus possible la vie juive de ces menaces-là. Mais en même temps, ce que je constate, c'est que malheureusement, ça n'empêche pas la peur, ça n'empêche pas l'anxiété dans la communauté juive. Je peux vous dire que des parents qui déposent leurs enfants à l'école juive le matin, la boule au ventre, bien, c'est des scènes qui ne sont pas acceptables. En République, on doit pouvoir vivre sa vie culturelle, religieuse, de manière naturelle, simple, sans avoir à s'inquiéter pour les enfants qu'on dépose le matin à l'école, sans avoir à se soucier quand on rentre dans une synagogue, de s'assurer qu'il y a bien devant, à un moment donné, un fonctionnaire de police pour la protéger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que voulait faire le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'interdire systématiquement les manifestations pro-palestiniennes, ce qui a été rejeté par le Conseil d'État? Hier, il y avait une grande manifestation place de la République. Vous faites bien la différence d'ailleurs entre la cause palestinienne et ce qu'a fait le Hamas. Est-ce que pour vous c'était une solution d'interdire, ou est-ce qu'en démocratie on ne doit pas interdire et la cause palestinienne doit être entendue également? Les interdictions, quand elles sont prononcées, c'est pas qu'elles sont une bonne chose, c'est qu'elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pour éviter des débordements en marge de ces manifestations, parce qu'on sait l'effet que génèrent ces manifestations, l'incitation à la violence qu'elles peuvent provoquer. Vous savez, dans la manifestation d'hier, on a entendu des cris comme « Israël assassin, Macron complice ». On a vu des panneaux indiquant « Gaza égale Auschwitz ». Ça ne vise qu'à une seule chose, à étouffer la responsabilité du Hamas dans des actes terroristes. C'est une forme de légitimation du terrorisme qui est en train de se passer publiquement dans les rues françaises. C'est une menace pour les Français juifs, mais c'est une menace pour l'ensemble de l'ordre républicain, parce que il ne faut pas que chacun pense que ça ne va toucher, entre guillemets, que les Juifs. Quand ce type de dynamique-là se met en place, c'est une dynamique qui est dangereuse pour tout l'édifice, pour chacun des Français. On l'a vu, malheureusement, à Arras, avec cet enseignant, Dominique Bernard, à qui je veux rendre hommage, qui a été victime aussi d'une certaine manière de cette dynamique-là, parce que c'est l'appel au djihad mondial du Hamas pour ce vendredi en question qui a sans doute armé idéologiquement l'assassin. Ce djihad, c'est un vrai problème. Ces appels sont parfois suivis des faits, malheureusement. Là, le Hamas promet des jours de colère à répétition contre Israël, mais aussi contre les Européens. Est-ce que dans la part des actes antisémites, des menaces terroristes, les réseaux sociaux jouent maintenant un rôle clé? On l'a vu dans la diffusion notamment de la propagande de l'État islamique. Est-ce que là, il y a un vrai souci qui est nouveau, qui n'était pas là auparavant? Vous savez, dans les années 90, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
la situation au Proche-Orient était plus calme et on avait quelques dizaines d'actes antisémites par an. On a maintenant plusieurs centaines sur quelques semaines ces jours-ci. Donc on est dans une dynamique qui a radicalement changé. Alors bien sûr, il y a l'explication liée à la situation au Proche-Orient, mais il y a aussi un catalyseur de haine que sont les réseaux sociaux. Il y a de la radicalisation en ligne qui se passe. Il y a aussi l'idée qu'il y a un effet de mimétisme. Quand on voit circuler les images d'un graffiti antisémite, d'une agression antisémite, ou au Proche-Orient de juifs massacrés, exécutés, eh bien, il y a des gens pour qui ça libère un tabou, qui se disent qu'après tout, c'est le moment pour eux aussi de passer à l'acte. Donc cette dynamique-là, elle est amplifiée par les réseaux sociaux. Nous sommes en discussion avec les plateformes et je considère qu'elles ont une lourde responsabilité dans le fait de mettre énormément de moyens sur la modération des contenus. On ne peut pas accepter que ce qui est en ligne soit hors la loi. La loi doit s'appliquer de la même manière en ligne et en dehors. Mais il y a ce cas emblématique de ce footballeur, alors pas Karim Benzema, mais là c'est Youssef Attal à Nice, qui lui avait retweeté carrément un appel au meurtre, je crois, d'un prédicateur via son compte Instagram. C'est ce type en fait d'outil qui va rendre les choses dangereuses, difficiles, parce que certains vont relayer des choses sans même se rendre compte de ce qu'ils relaient. Oui, d'autant plus quand ces acteurs-là ont des communautés qui les suivent extrêmement importantes, de centaines de milliers, voire de millions de followers. Ils ont une responsabilité sur les épaules avec leurs paroles. Quand ils relaient des appels au meurtre, qu'est-ce que ça génère derrière ? Ça génère des passages à l'acte violent. C'est ça que ça génère. Vous savez, pour notamment les jeunes qui sont dans un environnement où la violence est peut-être plus quotidienne, plus naturelle, elle s'exerce ou en tout cas émerge plus souvent, eh bien, c'est pas forcément facile en ce moment d'être juif. On est renvoyé à la question du Proche-Orient et il y a une forme de propagande du Hamas qui gagne beaucoup d'esprit. Alors bien sûr, les gens sont pas tous ouvertement pro-Hamas, évidemment, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils légitiment ou ils cautionnent les actes en considérant que ce serait quelque part un équivalent aux positions de l'État d'Israël. Or, on ne met pas sur le même plan un régime terroriste islamiste d'un côté, et puis de l'autre côté, une démocratie, comme l'État d'Israël. Et dont la doctrine, il faut rappeler quand même qu'un des objectifs du Hamas, c'est la disparition de l'État d'Israël. Vous avez encore des gens qui militent pour la disparition de l'État d'Israël. Bien sûr. Important de le rappeler. Le Hamas souhaite une seule chose, c'est expulser tous les juifs présents entre la mer et les Méditerranée et le Jourdain, c'est-à-dire la suppression de l'État d'Israël. Mais il va plus loin. Sa charte est aussi pour considérer que les juifs, où qu'ils soient dans le monde, sont une cible. On est face à un mouvement terroriste totalitaire qui a un projet vis-à-vis des juifs qui est un projet génocidaire, il faut le dire. Alors, ses moyens sont limités pour l'instant à la bande de Gaza, mais s'il avait davantage de moyens, il aurait pesé plus lourdement. Pour vous donner une idée, c'est comme si on avait laissé l'État islamique prospérer 15 ans là où il était. Regardez ce que l'État islamique avait fait en 2 ou 3 ans. Le Hamas, ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir à Gaza. Ils ont un proto-État. Donc on n'est pas dans un mouvement terroriste simplement sous-jacent. Voilà, on est face à un proto-État terroriste, islamiste, qui utilise tous les moyens dont dispose une structure de ce type pour exercer sa violence et ses exactions. Mais que faire ? Alors là, la diplomatie a quand même un rôle à jouer, puisqu'on sait qu'un des grands responsables du Hamas est à Doha, au Qatar, protégé par les autorités qataries. Le Qatar n'est pas un ennemi de la France, on fait des affaires avec le Qatar. Comment ça se fait qu'on arrive à cette situation ubuesque finalement, où on va d'un côté accuser les combattants du Hamas et de l'autre côté ne rien dire pour les responsables du Hamas qui sont protégés par le Qatar ? Vous savez, on fait malheureusement des affaires avec beaucoup de gens qu'on ne devrait pas forcément fréquenter ou avec qui on devrait avoir des exigences. Je pense que les sociétés démocratiques ont une responsabilité, c'est de remettre au cœur de la diplomatie internationale la question des valeurs. Et la question des valeurs démocratiques en priorité. Donc la France, elle a des relations privilégiées avec le Qatar, elle a des relations privilégiées avec la Turquie, avec l'Égypte, qui peuvent servir d'intermédiaires pour peser sur le Hamas. Il faut aujourd'hui que nous fassions de la libération des otages une priorité diplomatique en France. Il y a des otages français. On a toujours insisté pour libérer tous les otages français de par le monde. Je suis convaincu que la France le fera aussi dans ce dossier. Il faut qu'elle le fasse vite et qu'elle le fasse fermement, en n'abandonnant pas le soutien à la démocratie et donc le soutien
à l'État d'Israël dans cette séquence qui est une démocratie attaquée. Il y a 3500 Français qui vont être rapatriés aussi d'Israël. Pendant des années, Israël a été vu comme un havre de paix ou de protection pour la communauté juive qui partait justement là-bas après avoir vécu toute une vie dans certains pays. Est-ce qu'aujourd'hui, cette attaque du Hamas va changer la donne? Est-ce que la faillite de la protection du peuple juif a changé la vision que les Juifs pouvaient avoir de l'État d'Israël? Ce qui est certain, c'est que le 7 octobre 2023 fera césure pour le monde juif dans la relation entre Israël et la diaspora, comme la guerre des 6 jours a pu faire césure. Quels seront les changements? C'est trop tôt pour le dire. Il y a effectivement des Français juifs qui s'étaient établis en Israël, qui pourraient demain considérer que finalement c'est une vie trop dangereuse et revenir en France. Il peut y avoir aussi des personnes qui se disent que la ligne de front aujourd'hui pour les valeurs démocratiques et pour le peuple juif, elle est en Israël face aux terroristes du Hamas et d'autres. Faut penser à l'Iran et au Hezbollah aussi, et vouloir prendre leur part dans ce combat-là. C'est des dynamiques qui sont difficiles à évaluer pour l'instant, mais effectivement, c'est un événement qui fera date dans la conscience juive. Et je suis sûr que ce qui se passe en ce moment sera étudié plus tard, et que chacun des mots, chacune des positions de nos hommes et femmes politiques dans ces moments-là est important, parce qu'ils resteront aussi pour l'histoire. Merci beaucoup, Yonatan Arfi, d'avoir parlé au micro de Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon, depuis quelques jours, on va pas se mentir, le pays est en surchauffe d'alertes en tout genre. Le Louvre, Versailles, des aéroports évacués, des alertes quotidiennes. Et Gérald Darmanin qui parle de djihadisme, d'atmosphère. Et là, on peut peut-être même commencer à parler d'une atmosphère toute pourrie, au point que la police municipale de Valence a dû intervenir pour une enseigne lumineuse radicalisée. Oui, comment Chamas Tacos, enseigne de restauration rapide, est devenue Hamas Tacos, avec un C lumineux tombé en panne. On écoute l'intervention de la police. Comme ça là, juste parce que c'est écrit Hamas. Des fermetures également administratives. Ouais, fermeture administrative. Non, on n'est pas dans la provocation quand même. C'est un peu marrant, excusez-moi, mais voilà. C'est pour que ça n'arrive chez force de l'ordre, elles viennent me voir pour rincer en moi. Tout à fait. C'est pour faire des vidéos TikTok après. Et qu'elle l'enseigne carrément. Tout à fait. Ouais, Hamas. Mais non, il faut pas faire un lien comme ça. En fait, certains Valenciennes l'ont fait, et là, c'est remonté au niveau du maire. Et voilà, la mairie s'est dit même surpris de l'ampleur, mais c'est vrai que les passants étaient émus de voir le mot Hamas s'éclairer chaque soir devant l'enseigne de tacos. La direction de la police a donc envoyé cet équipage qui a dû demander l'extinction totale de l'enseigne, qui devait être réparée dans les prochains mois. Et toujours selon la mairie, les employés du tacos, comme vous les avez entendus, n'ont pas trop compris, et les policiers ont rappelé que si c'était volontaire, l'établissement risquait une fermeture administrative. Voilà. Alors, l'enseigne est éteinte et l'incident est clos. Voilà une action rapide et efficace du ministère de l'Intérieur et de la police, que les insignes lumineuses radicales soient ainsi prévenus. Et en termes d'efficacité, on peut dire que notre ministre se pose là aussi. On a eu l'enquête express de Gérald Darmanin sur les liens fréristes de Karim Benzema. On l'écoute. Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans, parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel. Voilà, djihadisme d'atmosphère. Et puis alors, quelles sont les sources de Gérald Darmanin? Eh ben voilà, on le sait tous, c'est notoire, tout le monde le sait. On est à 2 doigts de la justification en mode t'inquiète frérot quand même, Gérald. C'est un peu léger peut-être, on attend plus. Mais c'est vrai, on a de la chance d'avoir ce ministre de l'Intérieur hyper actif, puisque c'est aussi un peu Tom Cruise dans Minority Report. Il est tellement fort, Gérald Darmanin, qu'il condamne même avant que les faits soient commis, ou pour des faits qui n'ont pas eu lieu. On écoute la suite de son intervention contre Karim Benzema. Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités, pour les femmes violées, pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël. Je vais vous dire quelque chose. Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi et qu'il est capable dans quelques instants de tweeter pour la mort de ce professeur, je retirerai mes propos. Ah voilà, donc faites très attention à ce que vous ne tweetez pas ou à tout ce que vous ne dites pas publiquement, ça pourrait être retenu contre vous. Donc vraiment, attention à ce que vous ne dites pas. Là, j'ai fait un sondage sur X Twitter, ça vaut ce que ça vaut, c'est un sondage sur Twitter, donc ça vaut rien, mais quand même, sur 30 000 réponses, vous êtes pas loin de 83,6% à avoir plus confiance en Karim Benzema qu'en Gérald Darmanin. Bon, voilà. Alors sans doute parce que Benzema a une meilleure frappe en profondeur, une connaissance pointue de son métier et des millions de fans, ce que Gérald, lui,
lui n'a pas. En tout cas, l'atmosphère, elle est particulière et on peut commencer à parler de surréalisme d'atmosphère même. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on enchaîne tout de suite. Bonjour Fadélia Maroufi, Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Alors vous êtes en France pour quelques jours. La Belgique a été touchée lundi par un terroriste. En France, c'était vendredi que Dominique Bernard, un professeur, a été tué. La Suède est visée. Est-ce que l'Europe actuellement est sous attaque ? Mais je pense que l'Europe non seulement est sous attaque, mais ça fait depuis quelques années quand même. On a bien vu qu'il y a eu d'autres attentats, notamment au musée juif à Bruxelles en 2014, en 2015, 13 novembre à Paris, à Bruxelles en 2016. Donc c'est des attaques qui ont eu depuis plusieurs années et on sent bien que, pour moi en tout cas, il me semble que ça n'a pas, que ça n'a pas cessé par la suite, puisqu'il y a eu aussi des attaques au couteau. On a eu, voilà, donc il y a eu pas mal de phénomènes qui ont montré. Et on parlait de cas individuels, mais pour moi, il n'y a pas de loup solitaire et pas de cas individuel. Je pense que tout ça fait partie, en tout cas depuis ces dernières décennies, de ce qu'on appelle, ce que, en tout cas, Gilles Kepel appelle le djihad, le djihad atmosphère, etc. Tout ça, pour moi, en fait, ça vient justement de toutes les propos des frères musulmans, du frérisme qui se déploie en Europe. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Gérald Darmanin quand il accuse Karim Benzema d'être proche des frères musulmans dans ses prises de position publiques ? En tout cas, on sait que depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années, on a des générations, 2e, 3e, voire 4e génération, qui sont influencées, qui ont été formées et qui sont influencées par le frérisme en Europe. Et je pense que il a probablement peut-être on a pu observer en tout cas que Benzema effectivement dit ou ne dit pas des choses. Il a peut-être été influencé comme beaucoup d'entre nous par le frérisme et donc c'est en cela qu'il faut être vigilant en tout cas de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'effectivement Benzema a une grande influence. Maintenant, est-ce qu'il est directement lié aux frères musulmans ? Ça, je pense que c'est des éléments que monsieur Darmanin doit avoir. Alors, on espère, sinon c'est Minority Report. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la communauté musulmane une prise de conscience aussi des moyens d'autodéfense face à la propagande justement des frères musulmans ou face à certains courants radicaux ? En tout cas, pour cela, il faudrait déjà qu'on en parle, qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est vrai que on voit par exemple que dans les universités, on sait que les frères musulmans ont attaqué d'abord, ont noyauté les universités, l'enseignement et d'autres secteurs en Europe. Et il y a une grande influence qui fait que il faudrait on voit que on n'a pas vraiment étudié les frères musulmans. En tout cas, ce qu'on a beaucoup étudié, c'est surtout l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie. On empêche des professeurs de faire de la recherche. D'ailleurs, il y a une chercheuse en France qui est maintenant menacée de mort pour ses recherches sur le frérisme. On ne connaît pas suffisamment bien le frérisme et je pense qu'il faudrait de plus en plus, en tout cas, donner des subventions à des professeurs qui sont assez courageux pour les étudier et former les citoyens, former les différents secteurs sur ce danger-là. Mais vous dénoncez aussi un lobbying politique de cette mouvance. L'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles que vous avez cofondé est poursuivi parce que vous avez dénoncé la proximité idéologique d'une élue belge et d'un entrepreneur influent avec l'islamisme. Comment vous expliquez ça ? Alors, la situation en Belgique est très très compliquée, c'est-à-dire qu'on sent quand même que depuis plusieurs années, on a un déni sur le phénomène du frérisme. Et d'ailleurs, il y a un professeur de l'Université libre de Bruxelles, Corinne Torrikens, qui dit que l'islamisme, c'est comme le monstre de Léoclès, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Ce qui, en gros, veut dire que ça n'existe pas. Et comment elle peut dire une chose pareille Voilà, c'est la question qu'on se pose et surtout comment est-ce qu'elle peut encore continuer à servir en tout cas d'interlocutrice et être reconnue comme spécialiste auprès de la presse et auprès du gouvernement belge. Alors on voit effectivement qu'il y a des liens avec
ces personnages que vous avez cités, on les voit très influents, on les voit aussi souvent prendre des positions pro-voile, etc. On sait que le voile est une norme islamique qui est évidemment très important pour tous ces mouvements fréristes. Et effectivement, on ne peut plus rien dire. À partir du moment où on va aborder ces questions sérieusement, en fait, tout de suite, il y a un djihad judiciaire, et c'est ce qu'ils essayent de faire, en tout cas, en me poursuivant, alors que il y a des éléments qui le montrent. Et vous êtes non seulement donc poursuivi en justice par ces mouvances-là, mais vous avez reçu de nombreuses menaces, sans être pour autant sous protection policière. Est-ce que il y a un laxisme en Belgique? Est-ce que vous voyez la différence entre la France et la Belgique quand vous passez la frontière? Oui, il y a une différence, et on sait qu'à Bruxelles, on oxyde, donc sur Bruxelles capitale, il y a 19 mairies, et sur ces 19 mairies, vous avez 7-8 communes où nous avons une population de confession musulmane qui est aussi entre 22 et 42% de musulmans. Alors évidemment, les pouvoirs politiques, pour eux, l'enjeu, c'est les enjeux électoraux. Nous approchons de 2024, donc les prochaines élections, et on sait que c'est un enjeu très capital pour la gauche, notamment le Parti socialiste, écolo et le parti d'extrême gauche. Et donc effectivement, on essaie justement de ne pas vexer son électorat. Et donc il y a un déni total sur ces phénomènes. Il y a un déni évidemment, et on ne veut pas et on ne peut pas aborder ces questions. Donc l'islamisme et le radicalisme, on essaie de ne pas les aborder. Et pire encore, on travaille de plus en plus, et en tout cas après les attentats de 2016 à Bruxelles, il y a eu des appels pour travailler sur ces questions-là, et on sait que ceux qui ont reçu les financements, ce sont surtout des gens qui sont soit frères ou soit proches des frères musulmans à Bruxelles, et qui travaillent essentiellement sur ces questions-là. Et donc au jeu de l'argent public, en fait... Voilà, donc l'argent public finance des associations, des organisations pour déradicaliser ou pour travailler sur le radicalisme. En réalité, la seule chose qu'on travaille, c'est sur le thème de l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, en gros, il faut éviter d'être islamophobe, c'est ça qui fait que les jeunes sont radicalisés. Or, la réalité, c'est que la plupart des jeunes ont été influencés dans des lieux comme les mosquées, dans des centres de clubs sportifs, via les réseaux sociaux. Donc, on peut pas non plus dire que ce n'est qu'uniquement via les réseaux sociaux que ça se fait. L'influence se fait dans différents lieux, différents milieux. Et c'est quoi le modèle belge, en fait? Est-ce que c'est un modèle à l'anglaise de communautarisme, ou est-ce que c'est un modèle plus sur le modèle français d'intégration, de laïcité? Quel est le choix qui a été fait par la Belgique? Alors, la laïcité en Belgique, il y a une organisation laïque en Belgique qui est financée par l'État belge au même titre qu'un culte. Nous sommes plutôt, on se dit plutôt défendre la neutralité, mais en réalité, sur le fond, c'est exactement la même chose que c'est la même laïcité qu'à la française. Par contre, nous avons surtout adopté évidemment la conception anglo-saxonne, c'est-à-dire multiculturalisme, etc. Parce que d'abord, la Belgique est aussi communautaire, c'est-à-dire que la Belgique est fragmentée entre 3 communautés, germanophones, néerlandophones et francophones, et on voit qu'il y a clairement des différences de mentalité entre ces différentes communautés. Ensuite, on voit que effectivement, qu'en France, par exemple, la partie francophone, il y a un cordon sanitaire qui fait que tout propos considéré comme extrême droite ne peut plus être abordé. Et donc, ces discussions, par exemple, qui font pas partie de la doxa, notamment sur les questions de radicalisme, sont considérées comme des propos d'extrême droite. Donc, on évite de les aborder, et ça devient un délit. Donc, vous dites en fait que le débat politique en Belgique, il est empêché par ces lobbies des frères musulmans ou autres qui empêchent les responsables politiques de prendre la parole ou de dire les choses. Alors, on sait qu'il y a des personnalités qui sont fréristes ou frères musulmans, qui sont dans différents partis de gauche, que ce soit le Parti socialiste ou que ce soit chez les écologistes. Et évidemment, ça fait depuis plusieurs années qu'ils travaillent à ce que le langage soit complètement modifié et que ça aille dans leur sens, et que tout ce qu'ils demandent puisse être accessible. Alors, depuis 2016, depuis les attentats, on sent que les frères musulmans ont avancé leur projet sur Bruxelles.
des normes sont de plus en plus fortement présents, on le sent. On voit bien que la bataille par rapport au port du voile, notamment, quasiment la totalité des femmes musulmanes portent le voile à Bruxelles. On voit même des petites filles qui portent le voile. On voit que dans l'enseignement, dans certaines écoles catholiques, des professeurs de mathématiques, etc., portent le voile. Voilà, on voit bien que les frères musulmans ont avancé vraiment dans leur projet et ils ne sont pas du tout arrêtés, contrairement à la France, où vous avez quand même, moi je pense qu'on peut vraiment saluer quand même Monsieur Darmanin et Gabriel Attal d'avoir eu quand même des actes forts, même s'il y a encore beaucoup à faire. On va en parler justement dans la suite de cet entretien. Vous êtes sur Sud Radio, c'est Poulain sans réserve, on est ensemble jusqu'à 13h, le standard 0826 300 300 et on se retrouve tout de suite pour continuer notre entretien avec Fadila Maroufi, cofondatrice et directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Et on se retrouve avec Fadila Maroufi, cofondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Merci d'être sur notre plateau. On parlait avant de lancer cette coupure de l'abaya, mesure prise par Gabriel Attal. Est-ce que vous pensez que la France a fait un bon choix et fait plus que la Belgique pour défendre sa laïcité ? Oui, clairement, on voit quand même que la France, et en tout cas ce que Gabriel Attal a pris comme mesure, était nécessaire. Par exemple, si je compare avec la Belgique, là après l'attaque terroriste, il y a une école, donc Cardinal Mercier, un professeur qui témoigne que ses élèves ont demandé de faire une prière pour le terroriste. Donc on voit bien quand même que en Belgique, ces questions-là sont abandonnées et il faut des mesures très claires et très fortes. Et surtout vis-à-vis des enseignants qui, on sait, sont en danger à l'heure actuellement. On a bien vu après Samuel Paty, puis dernièrement aussi avec Dominique Bernard. Donc je pense qu'effectivement, il faut des mesures très fortes et la France prend la mesure et va dans le bon sens, contrairement à la Belgique. Parce que Belgique et France sont quand même deux pays qui sont sous les radars, qui sont des cibles, notamment de l'État islamique, depuis des années. Comment vous expliquez ça et pourquoi finalement les autorités belges ne prennent pas, comme vous le dites, à la hauteur ou au sérieux cette menace ? Alors je pense que la France est prise pour cible à cause de ses positions. Parce qu'évidemment, il y a une opposition en France, ce qu'il n'y a pas en Belgique. En Belgique, ces attentats et ces attaques ne sont pas directement liés à la Belgique, en réalité. Quand on regarde la dernière attaque terroriste qui s'est produite lundi, il a tué des Suédois. Donc pour les Belges, clairement, pour les politiciens belges, c'est pas la Belgique qui a été attaquée. Comme pour 2016, il y a eu cet attentat, mais il s'avère qu'on dit qu'ils n'ont pas été visés directement en Bruxelles, mais c'était parce qu'ils se trouvaient là avec des bombes et qu'il fallait s'en débarrasser, etc. Donc voilà un peu l'ambiance en Belgique. Tant que ça ne les concerne pas directement, en fait, pour l'instant, tout va bien et on va certainement pas les provoquer, en sachant aussi que la Belgique est une terre d'accueil pour les terroristes, pour les djihadistes, etc. On le voit. Alors, pas pour celui de lundi, ce terroriste qui avait vu sa demande de résidence rejetée, mais qui a disparu des radars et puis il y arrive, alors qu'il avait été condamné pour trafic humain. Enfin, le profil de l'attaquant est assez grave, comme en France où la personne était fichée S, suivie par les services de police. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de déni ou de manque de moyens ou de loi pour éviter ce type de personnes et que ce type de personnes passe à l'acte ? Alors il y a un manque de moyens, certes. On voit bien que par exemple l'organe de coordination pour l'analyse de la menace en Belgique et la police manquent cruellement de moyens. La police est très souvent, comme en France, on l'a vu avec l'affaire Naël, pointée du doigt, voire discréditée, on remet en question son autorité et ils ne sont pas du tout soutenus. Or, il y a un vrai danger de certaines associations, notamment des coloniaux, etc., indigénistes, qui attaquent en fait nos institutions et qui empêchent finalement à ce que on puisse avancer sur ces questions-là. Donc, toutes ces organisations sont des organisations qui sont dangereuses et qui permettent en fait aux djihadistes et au frérisme de continuer d'avancer puisque ce sont des alliés ce sont des alliés qui travaillent ensemble sur ces différentes possibilités, en tout cas, de mettre à mal nos États. Mais vous avez infiltré le réseau des sœurs musulmanes, l'équivalent donc féminin des frères musulmans, pendant 3 ans. Comment ça se passe en fait ? Comment ils travaillent justement ? Qu'est-ce que vous avez vu ?
Alors au départ, je devais y rester 6 mois pour un travail de master en anthropologie et finalement j'y suis restée 3 ans parce que j'ai très rapidement vu en fait qu'il y avait une espèce d'endoctrinement auprès de ces femmes qui au départ, ces femmes venaient là surtout suite au départ des jeunes en Syrie et en Irak et elles ne voulaient pas que leurs enfants soient endoctrinés. Et il s'avère qu'au bout de 2 mois, j'ai commencé à percevoir que leur logiciel avait complètement changé. Elles qui parlaient de ne pas être dans la violence, etc., acceptaient les discours violents à l'encontre des juifs, à l'encontre des homosexuels, etc. Et elle ne disait plus rien, au contraire, puisque on disait que c'était dans le Coran, que c'était Allah qui le permettait. Ben finalement, c'était acceptable à partir du moment où Dieu donnait cette permission-là. Donc moi, j'ai continué à travailler et à aller du coup, enfin j'ai pu aller dans d'autres lieux fréquentés par les sœurs musulmanes et par les salafistes. C'est quoi ces lieux? Alors c'était une mosquée, mais c'est d'autres lieux où on pratique soit des lieux, on va dire, ce qu'elles appellent les assises spirituelles, ou des lieux où on parle de nutrition, etc. Mais toujours sous le couvert, évidemment, on parle beaucoup de religion. Donc, sous couvert de parler de nutrition, très vite, les questions vont vers le côté religieux, sur les pratiques. Alors, au départ, c'est très soft, c'est-à-dire qu'on vous parle en parlant de paix, d'amour, etc., de l'islam de paix et d'amour, mais très très rapidement, on commence à insister sur les pratiques d'une manière rigoriste. On insiste sur le port du voile, sur la mort, sur les châtiments corporels après la mort, etc. Donc ça prend du temps et on touche aussi bien les femmes que les enfants. Et c'est toujours les mêmes discours et puis voilà. Et donc et j'ai vu que depuis, je vous parle de ça, c'était en 2014. On est en 2023. Ces lieux étaient fréquentés par une centaine de femmes. Maintenant, on voit que c'est quasiment toutes les mosquées sont prises par ces femmes militantes. Donc c'est vraiment du militantisme et du prosélytisme, puisque c'est les deux choses. Qui finance, qui est derrière ces réseaux des frères musulmans ? Alors au départ, nous avions ça a commencé par des financements dans les années 80, début 80, par le wahhabisme, donc l'Arabie Saoudite et le Qatar pour les frères musulmans. Et progressivement, on voit que des gens se sont constitués en association et on peut obtenir aussi des financements, soit de la région bruxelloise, en tout cas pour la Belgique, et puis on voit aussi par l'Union européenne. L'Union européenne, justement, avait été critiquée pour des spots de publicité qui mettaient en scène des femmes voilées. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une idéologie européenne qui pousse à ce communautarisme dans tous les pays, y compris des pays comme la France qui se veulent laïques ? Alors je ne pense pas que ce soit la communauté européenne en elle-même, mais par contre il y a des groupes d'influence et ça on le sait. Il y a des chercheurs en tout cas qui l'ont pointé du doigt. Il y a par exemple des groupes de lobbying du Fémiso notamment ou des Lénard, etc. qui sous couvert de lutter contre le racisme, l'antisémitisme ou l'islamophobie vont plutôt influencer pour que les financements soient surtout mis en place pour lutter contre l'islamophobie, comme je le disais tout à l'heure, mais donc de faire un prosélytisme sur le voile, insister sur le voile, puisqu'on insiste que les femmes seraient discriminées parce qu'elles sont musulmanes, parce qu'elles portent le voile. Mais ça, c'est un fait aussi. On peut voir des actes aussi de racisme par rapport à des femmes voilées qui ont le droit d'être voilées de toute façon. Toutes les religions, justement, la laïcité, ça permet à toutes les religions de vivre en bonne entente. Donc il y a aussi une réalité qu'on peut pas nier par rapport à ça. Alors, elle n'est pas mesurée en réalité. Ceux qui ont fait ce travail entre guillemets pour mesurer le taux de discrimination vis-à-vis des femmes portant le hijab ou vis-à-vis des musulmans, c'est par exemple le CCIF qui a été dissous en France et qui est maintenant réfugié à Bruxelles sous l'appellation du CCIE. Donc c'est eux finalement qui non seulement font ces enquêtes, mais sur quelle base finalement, puisqu'on ne sait pas comment sont menées ces enquêtes, on n'a pas non plus idée du pourcentage. Est-ce que réellement il y a eu des menaces? Moi par exemple, si je porte un voile et je me fais discriminer, enfin, si on m'insulte ou qu'on me bouscule, je peux très bien dire je suis discriminée parce que je porte le voile, parce que je suis musulmane. Donc ça peut être considéré comme islamophobe, alors que si ça se trouve, c'est juste parce que je suis une femme ou pour d'autres raisons qui ne sont pas du tout liées. Donc si vous voulez, on n'a pas de critères, on ne sait pas comment est-ce que tout ça est étudié. Et dernier mot, est-ce que vous parlez aujourd'hui avec les autorités belges? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer?
Alors en Belgique, les autorités belges, pour l'instant, moi, je vous dis, je suis quasiment boycottée en fait sur les chaînes publiques des médias, etc. Ma parole n'est pas portée. On fait tout en tout cas pour que je ne sois plus entendue. Or, j'ai été menacée de mort à plusieurs reprises, donc j'ai reçu une vidéo de Daesh avec différentes manières de me tuer, décapitation, etc. Et puis d'autres menaces encore, régulièrement intimidée, insultée. Et pourtant, on ne prend pas la mesure pour les Belges. Voilà. Donc moi, si vous voulez, le message que je donnerais à la politique belge, c'est que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut absolument étudier ce phénomène. Il faut inviter des experts, des réels experts qui travaillent sur ce sujet, qu'il faut qu'ils s'informent et qu'ils donnent les moyens pour la sûreté de l'État pour travailler sur ces questions. Merci beaucoup, Fadila Maroufi. C'est la fin de Poulain